Bonjour Emma. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur ce Sommet Respire édition 2 parce que tu as accepté de partager ton expérience de burn-out, expérience de vie de burn-out. Et franchement, je te remercie beaucoup parce que comme on l'avait déjà vu dans le premier sommet, en fait, c'est vraiment aidant pour les gens qui sont dans cette période d'avoir des témoignages. Donc, un grand merci à toi d'accepter de partager ton expérience. Un grand merci à toi de me témoigner de ta confiance et de m'avoir sollicité. C'est avec plaisir que je partagerai cette expérience aujourd'hui. Eh ben top. Alors avant de commencer, pourquoi je t'ai invitée, Emma? Eh ben déjà parce que en fait tu étais une participante du Sommet Respire édition 1 et tu as même été membre VIP de la première édition. Et c'est à cette occasion qu'on a pu faire connaissance et finalement se rendre compte qu'on avait beaucoup de points communs et beaucoup de choses à partager. Et voilà, et depuis le sommet, le premier sommet, justement, on a pu partager beaucoup de choses. Et je sais que ce que tu vas nous apporter aujourd'hui a vraiment une extrême grande valeur. Donc encore un grand merci, en fait, de participer. Et donc du coup, je vais te laisser la parole pour te présenter un petit peu, pour savoir qui tu es, pour que les gens connaissent un petit peu, te connaissent toi et sachent d'où tu viens avant de nous partager ton expérience. Alors, je suis Emmanuelle Fauchil. Je suis actuellement à Dunkerque, maman de deux enfants de 6 et 10 ans. J'ai exercé comme dentiste pendant une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je suis coach et voilà. C'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés et ça faisait partie de nos points communs et du chemin qui nous a fait nous rencontrer. Et on n'a pas que le fait d'être coach en commun, on a aussi ProcessCom en commun, on a aussi Point of View en commun, enfin bref, tous des outils voilà, qu'on affectionne toutes les deux et bien qu'on vient d'univers, on va dire, différents, moi le monde de l'ingénierie et toi le monde de la santé, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent et du coup, je trouvais vraiment intéressant de pouvoir partager ces deux univers hein, qui peuvent être différents, mais finalement qui sont quand même hyper semblables. Oui, tout à fait. C'est même fou, après tous les échanges qu'on a eus, de voir tous les points communs qu'il y a entre ces univers a priori si différents. Ok, on rentre dans le vif du sujet? Eh ben, allons-y, on est là pour ça. Ok. Du coup, dis-nous peut-être déjà en grande ligne ce qui s'est passé pour toi en fait vis-à-vis du burn-out, et puis après on rentrera en détail dans chaque partie. Alors, dans les très grandes lignes, j'ai fait un burn-out en 2017. Avec assez peu de suivi derrière, pour pas dire pas de suivi derrière, si ce n'est un long arrêt maladie. Et puis je suis remontée en selle assez rapidement. Et puis j'ai failli me faire mon deuxième burn-out. Bon, j'y suis pas allée, mais je suis allée dans un autre souci de santé qui n'était pas forcément mieux. Donc voilà, j'ai récidivé, j'ai redoublé. Je sais pas ce que tu préfères. Et c'était en quelle année là cette deuxième phase? Et cette deuxième phase, c'était en 2023. Ok, donc 6 ans qui séparent les deux épisodes, quoi. Ok. C'est ça en fait que je trouve qu'il est important en fait de préciser, c'est que des fois le burn-out, on a l'impression que ça vient du jour au lendemain, que avant ça allait bien et aujourd'hui ça va plus bien, j'arrive plus à me lever, tout ça, mais en fait c'est un phénomène qui peut durer dans le temps, qui est long dans le temps, donc ok, donc je trouve ça sympa de partager ça. Euh, Qu'est-ce Qui qui peut s'est même, passé? oui, Vas-y, vas-y, vas-y. enfin, qui est long dans le temps et qu'on peut penser être résolu Mm. et qui, quelques années, réapparaît de façon assez insoupçonnée dans des conditions très différentes, en fait. Ok. Et ben du coup on va aller explorer tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi donc en 2017? En 2017, j'exerçais comme dentiste en Nouvelle-Calédonie sur une toute petite île qui s'appelle Lifou. Petite île de 8000 habitants, la carte postale paradisiaque, sable blanc, eau turquoise, les cocotiers, une vie tribale pour la plupart des habitants.
Donc avant ça, j'avais exercé à Lille, à Paris, à la campagne, en ville, sous différentes formes d'exercice, toute seule, à plusieurs. Et je me suis retrouvée là-bas dans un petit dispensaire en pensant que ça allait être plutôt cool et sympa comme vie, ce qui était le cas hein, sur plein d'aspects, mais pas sur le plan professionnel en fait. Le dispensaire pour moi, c'était très compliqué. J'étais la seule dentiste. Enfin, on était deux sur l'île, un tout au nord et moi au centre, pour 8000 habitants. 8000 habitants avec de gros soins dentaires nécessaires. Et donc, impossible de tout gérer. Enfin, je me suis retrouvée à gérer beaucoup d'urgences. Je me suis retrouvée très seule aussi face à tout ça. Pas d'assistante. Donc, voilà, une forte pression et le fait aussi de me dire, on peut compter que sur moi. Mhm. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de pression et beaucoup de demandes, peu de moyens et pas de collègues avec qui partager, échanger. Mm. Ok. Et ça a été quoi les signes qui t'ont montré ou peut-être que tu as entendu, on va dire que tu as peut-être analysé a posteriori, enfin, peut-être pas vu tout de suite, mais quels sont les signes qui pouvaient peut-être te montrer que tu étais sur la mauvaise pente? Mais les signes sont arrivés petit à petit. En fait, au départ, on est tout feu, tout flamme, nouvel environnement, et puis on a envie de bien faire et de découvrir et que les gens nous aiment. Et donc, on est, voilà, j'étais à fond, j'étais à fond et jusqu'à un moment où j'étais moins à fond. Ça peut paraître bête comme ça, mais moins à fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la fatigue qui Mhm, s'installe et qui dure. C'est pas juste la fatigue de ah c'est bon, dans 15 jours je pars en vacances, ça ira mieux après et ça va mieux après. Non, là, la fatigue, elle perdurait. C'était une fatigue à la fois physique et mentale. Il y avait beaucoup de mhm, fatigue mentale. Donc ça, c'était vraiment, je pense, le signe le plus important et le plus long. Enfin, en tout cas, ok, celui que j'ai repéré le plus tôt. mhm, Cette difficulté le matin de plus en plus importante à me lever, à être motivée pour y aller, voilà, pas trop envie, quoi. La motivation qui diminue fortement. Et puis, ça a été aussi ce sentiment d'inutilité. En fait, au départ, je suis arrivée, je me suis sentie utile. Il y avait eu personne avant moi pendant 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on est vu un peu comme le Messie. Ah, ça y est, on va de nouveau pouvoir être soigné. Et donc, du coup, moi, j'ai pris ça comme une mission. mhm, Et puis petit à petit, j'ai vu de moins en moins de sens. Ça a été compliqué aussi quand je me suis aperçue que j'avais pas les moyens pour faire ce que je voulais faire. Je faisais beaucoup d'urgence et finalement pas assez de soins, pas le temps d'aller au bout des plans de traitement. Et donc du coup, une espèce de cercle vicieux en fait. On se dit, ben oui, mais si les soins sont pas terminés, ça va s'aggraver, puis on n'a pas le temps de les revoir et ainsi de suite. Donc il y a ce mhm, cercle infernal, là, ce cycle infernal même. mhm, Donc voilà, le côté quel sens en fait on trouve. Moi j'avais du mal au bout d'un moment à trouver du sens à ce que je faisais. Ça a mhm. été, je pense, aussi un gros élément déclencheur du burn-out. Euh, ouais, Euh, enfin ça c'est déjà les deux gros points, quoi. mhm. Je voulais revenir sur cette question de sens parce que j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu parce que de mon point de vue, en fait, un personnel de santé, en fait, ça a forcément du sens ce qu'il fait parce qu'en fait, il vient aider les autres, en fait. Donc, on va dire de mon point de vue, moi, à partir du moment où tu soignes quelqu'un, je trouve que enfin, pour moi, ça a du sens, en fait. Qu'est-ce qui fait que toi, en fait, ce sens, il s'effrite, en fait. C'est intéressant ce que tu me dis et je souris parce que c'est ce qu'on m'a beaucoup renvoyé aussi. Mais si, t'es utile, mais si, on a besoin de toi, mais si. Donc il y a aussi cette culpabilité hein, qu'on porte sur nos épaules à dire on a besoin de nous, il faut y aller. Il faut, tu vois, il faut qui est de plus en plus lourd en fait. Au départ, ce il faut pèse pas très lourd et en fait, quand plus il pèse lourd, plus c'est que quand même on n'est pas sur la bonne voie. Alors pourquoi? Parce que au départ, oui, on est utile.
Et puis, je me suis aperçue que de plus en plus, je faisais beaucoup d'urgences. Mais une fois que j'ai su quelqu'un en urgence, il n'est pas encore soigné. Et beaucoup de mal à le revoir après pour la suite des soins. Donc, en fait, de plus en plus de gens que je ne vois qu'en urgence. Donc, ça, c'est pas du tout satisfaisant quand on est soignant. Bon, quand même des soins, j'ai quand même, tout n'était pas noir, hein. J'ai réussi à organiser les choses, à faire mieux, à revoir, voilà, comment le parcours de soins, etc., pour essayer de faire Mhm. toujours mieux, toujours plus. Sauf qu'à un moment donné, on arrive au bout des solutions. Enfin, voilà, j'avais pas d'autres moyens supplémentaires à donner. Et puis, il y a eu un autre point, je pense, très important, c'est que j'ai fait beaucoup de prévention, dans les écoles. Mhm. Toutes les écoles, maternelles et primaires. J'en faisais le tour tous les ans pour faire de la prévention, vraiment. Et ça fonctionnait bien. Et au bout de quelques années, ça fonctionnait tellement bien que les instits avaient pigé, les enfants se brossaient les dents à l'école, il n'y avait plus de soda, il n'y avait plus de paquets de chips plus grands qu'eux, il n'y avait plus tout ça dans les cours de récréation. Et à ce moment-là, je suis allée voir l'administration en disant, ben voilà, maintenant on a touché les enfants, maintenant ce qui serait chouette, c'est d'aller toucher leurs parents. Mhm. Que si on sensibilise les enfants mais pas les parents, ça dure pas très longtemps. Et là, on m'a répondu, ah non, les parents, c'est pas nous. Et là, je pense que ça a été une grosse désillusion pour moi, en fait. De me dire, mais en fait, j'ai fait tout ça pendant toutes ces années. Je crois que j'ai fait 7 ou 8 ans de prévention dans les écoles. Mhm. Pour qu'au final, on me dise, ah mais non, par contre, les parents, on fera pas. Et donc voilà, tu vois, cette perte de sens, de dire, mais en fait, je voyais des petits de 3 4 ans, 5 ans qui disaient à leurs parents, non, non, papa, il faut boire de l'eau, il faut arrêter de boire du coca, j'ai envie de me brosser les dents. Et les parents qui réagissaient pas, ou en tout cas pas de la bonne façon à ça. Et je me disais, mais à quoi ça va servir en fait? Le petit 3 4 Mhm. 5 ans, il va pas rester motivé comme ça des années s'il n'a pas l'exemple sous les yeux de ses parents. Donc il y a eu ça qui était pour moi très très compliqué. Je pense que ça a été un gros tournant. Le non, je l'ai pas bien vécu. Ce que tu partages, là, en fait, c'est là où je vois le lien avec ce que on va dire, le monde des ingénieurs peut aussi connaître. En fait, enfin, tu as abordé deux choses là qui résonnent. C'est le mode pompier, en fait, d'être tout le temps dans l'urgence et de gérer que l'urgence et du coup, bah, l'impression de ne pas faire de travail de fond, qu'en fait, d'être que dans l'urgence permanente. Euh, et le fait de se dire, bah, quand tu reçois ce nom-là, c'est en fait, je me suis démenée là, j'ai fait des arts de malade et tout ça pour rien. Enfin, cette impression peut-être qu'on peut avoir en se disant, mince, j'ai fait tout ça pour rien, quoi, en fait. Est-ce que c'est ces deux piliers qui sont. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, enfin, qui résonne pour moi, mais est-ce que c'est ce qui résonne aussi pour toi? Ouais, le mode pompier, j'aime bien le terme, je trouve ça très, très parlant. Après, le pour rien, alors non, pas pour rien, mais par contre, de se dire, mais ça aurait pu avoir une portée tellement plus importante, et en fait, c'est réduit à pas grand-chose. Mhm. Et de se dire, ouais, pour pas grand-chose. Je préfère le plus pour Ok, pas pas grand-chose que grand-chose, pour ça rien, marche. mais en tout cas, de se dire que il manquait pas grand-chose, en fait, pour que ça ait Mhm. vraiment un impact important, et que ce petit pas qui manque, on nous l'accorde pas, en fait. Mhm. On me l'a pas accordé. Mais ouais, un sentiment de gâchis. Mhm. Ok. Donc du coup, là, tu es, en 2017, là, tu as ce sentiment enfin, de plus être utile, de perte de sens, de gâchis, là, en fait. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi de te rendre compte que enfin, t'es quand même pas sur la bonne pente, quoi, en fait, et de dire stop. Alors, ce qui est difficile, bah, c'est ce mode pompier, hein, comme tu l'as dit, ce côté, on enfile notre cape de sauveur, on a besoin de nous, et puis c'est ce qu'on m'a renvoyé aussi. Mhm. Le fait de ne pas être entendu aussi, parce que les signaux, je les voyais, et j'en Mhm. parlais régulièrement à mon conjoint, en me disant, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée, et qui me disait, mais si, ils ont besoin de toi, et puis ils sont sympas, et puis ils t'aiment bien, et puis, nanana, enfin, et puis, en gros, vas-y, t'es utile, quoi. Et donc, il n'entendait pas ma détresse à moi, en fait. Il me renvoyait la détresse des patients.
en Mhm. niant la mienne. Mhm. Et quand déjà soi-même, on a du mal à prendre soin de nous, quand on nous renvoie ça, bah, en tout cas, moi, quand on me renvoyait ça, ça me disait, bon, bah, arrête de t'écouter, vas-y, quoi. Mhm. Ok, quelque part, est-ce que tu as eu un peu ce sentiment de bon, allez, arrête de faire un caprice, quoi, c'est bon, c'est juste une fatigue, allez, vas-y, retourne au boulot. Enfin, vas-y, quoi, ils ont besoin de Exactement. toi, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est bon, t'es un peu fatigué, mais enfin, eux, ils ont mal aux dents, c'est quand même autre chose, quoi. Donc, il y Ok, a donc. ça. Et troisième signe aussi dont j'ai pas parlé, mais qui est important, c'est qu'en accumulant cette fatigue, cette perte de motivation et cette perte de sens et ce sentiment d'inutilité, je finissais par aussi être moins empathique, moins bienveillante, moins à l'écoute des patients. Mhm. Ouais, il y avait un côté euh, un peu dépersonnalisation, tu vois, ou Mhm. voire même je pouvais ressentir une colère de plus en plus forte vis-à-vis de certains. Mhm. Euh, Quand je voyais des schémas se répéter, par exemple, tu vois, vraiment un exemple marquant, mais j'ai encore cet exemple de maman que j'avais vu un an ou deux auparavant pour un de ses enfants avec un état dentaire catastrophique, où il avait fallu l'envoyer à l'hôpital pour enlever toutes les dents à 4 ou 5 ans parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc, Ouais. tu vois, on arrive quand même dans des cas extrêmes, Ouais, avec du coup ben, tout ce qui a accompagné ça et la prévention et les discussions, etc. Et là, je la revois dans mon cabinet pour l'enfant d'après et avec le petit frère encore suivant dans la ouais. poussette avec son biberon rempli de soda. Et là, j'ai plus la patience en fait d'expliquer parce Mhm. que je me dis déjà j'ai peu de moyens, j'ai peu de temps, je suis toute seule et en fait en plus ce que je fais ça tourne en boucle, c'est-à-dire qu'on fait le travail pour l'un et ça marche même pas pour l'enfant suivant Mhm. et donc ouais une forme de colère du coup vis-à-vis des patients en disant Mhm. mais c'est pas possible enfin alors que j'avais Ouais. passé avant, j'aurais réexpliqué, j'aurais Mhm. essayé peut-être de voir ce qui n'avait pas été compris et là j'avais plus envie de me remettre en question moi en fait. Mhm. J'étais en colère contre eux. Et là, c'est qu'on n'est pas sur la bonne pente. Et du coup, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur là qui t'a poussé finalement à t'arrêter? Moi, j'ai attendu de ne plus pouvoir y aller, hein, que le moteur s'éteigne. Un matin, j'étais dans ma salle de bain et je me suis écroulée en pleurs. Et je pouvais plus m'arrêter et je pouvais plus me relever et je pouvais plus y aller. Donc voilà, j'ai attendu que mon corps dise stop. Mhm. Ok. Donc du coup, une fois que ton corps dit stop, qu'est-ce qui se passe après? Et ben là, j'ai été arrêtée. J'ai passé un bon 6 mois en arrêt. Euh, Donc il a quand même fallu sortir de chez moi pour avoir cet arrêt. Mhm. C'est pas si simple, on rigole, mais franchement, quand on est là complètement écroulé et vraiment pas bien avec le corps qui dit stop, moi j'avais qu'une envie, c'était rester chez moi, c'était pas sortir de chez moi pour aller voir un médecin et avoir cet arrêt. Donc c'est déjà une étape pas si simple. Qu'est-ce que tu Et là craignais là encore moins. qu'est-ce que tu craignais dans d'aller voir le docteur en fait? C'est pas que je craignais quelque chose, c'est que physiquement c'était Oh, tu compliqué pouvais juste plus. de d'y aller quoi, Mhm. De se de sortir. sortir de chez moi et d'aller jusque là-bas. Là, en plus, c'était un peu particulier parce que c'était en dispensaire. Donc, le médecin était là où j'avais mon cabinet, là où potentiellement il y avait mes patients qui attendaient déjà depuis 4 heures dans la salle d'attente et que j'allais croiser en mode, ben non, aujourd'hui, je serai pas là. Euh, Il y a le regard, quoi, le regard des autres Mhm. qui... En fait, on m'avait tellement renvoyé pendant des mois, sois fort, on a besoin de toi, c'est bon, c'est que de la fatigue, qu'il y avait cette culpabilité et ce côté, on me comprend pas. Et donc là, encore, tu vois, cette petite voix qui tourne en tête en me disant, OK, là, tu vas traverser le dispensaire, tu vas demander un rendez-vous avec le médecin, t'es pas en train de bosser, mais tu es quand même là, les gens ne vont pas comprendre. Mhm. Ça, c'est difficile. Ok. Donc tu passes tes 6 mois là en arrêt. Tout à l'heure au début, tu disais que t'as pas forcément été bien suivi en fait, enfin, t'as pas forcément été suivi. Euh, comment tu sors là de ces 6 mois en fait?
Oui, j'ai pas été suivie parce que le psychiatre était sur Nouméa, fallait prendre l'avion pour y aller, donc j'y allais pour avoir mes arrêts. Mhm. Mais pour la petite blague, c'est lui qui me parlait de ses problèmes et pas l'inverse. Donc, voilà. Comment je sors de ces 6 mois toute seule? J'ai passé 6 mois vraiment quasiment enfermée chez moi tout le temps. Euh, J'avais le dispensaire juste devant la maison. Donc pendant 6 mois, je n'ai pas traversé le dispensaire, je le contournais pour rejoindre la route principale. Et puis j'ai fini par retourner travailler, mais sur Nouméa. Parce que Mhm. bah là, pour le Change de coup, vie. j'étais dans un environnement paradisiaque, certes, mais où j'avais pas tellement le choix pour travailler. Que j'ai changé d'environnement. J'ai retrouvé du sens à ce que je faisais. C'était très chouette, hein, parce que bah déjà, j'étais pas seule, j'avais une collègue Mhm. avec qui échanger, avec qui travailler dans de bonnes conditions. Nouméa, c'est une plus grande ville, il y a beaucoup plus de dentistes. Du coup, voilà, on peut faire des soins de qualité et des plans de traitement plus complexes, etc. Donc, j'ai retrouvé du sens à ce que je faisais aussi. J'ai retrouvé de la valeur dans mon travail aussi. Mhm. Je me suis dit, si je suis encore capable de faire des choses chouettes, Mhm. ça c'était important. Donc, voilà comment j'ai repris. Mhm. Ok. Donc là, quand tu reprends, tu te dis, bon, bah, finalement, c'est bon, quoi. Je suis sortie d'affaires, j'ai retrouvé du sens, de l'utilité, je travaille dans de bonnes conditions, j'ai de la valeur, enfin, ce que j'apporte et tout ça. Qu'est-ce qui fait que 6 ans plus tard, si je calcule bien, c'est ça? Ouais, 6 ans plus tard, finalement, ça, ça se repasse pas bien. Bon, il y a eu des petites étapes entre-temps parce que donc oui, je prenais l'avion pour aller travailler à Nouméa, donc ça pouvait pas durer éternellement. Et notre Mhm. petite planète, là, qui a besoin qu'on la protège, mais au-delà de ça, je me suis retrouvée enceinte de ma fille. Donc, je ne pouvais pas continuer à faire des allers-retours en avion pour aller travailler. Et donc, je suis rentrée en France. Mhm. Voilà. Et là, j'ai retrouvé un cabinet très chouette, différent, cabinet médical, pluridisciplinaire, donc des échanges, des collègues très sympas, des patients très sympas aussi, parce que voilà, j'étais à Dunkerque et les Dunkerquois sont très sympas. Et ça, c'est vrai, ça se vérifie partout. Petit clin d'œil, si vous m'écoutez. Et Ça me fait penser, tu sais, à Bienvenue chez les Ch'tis, tu sais, c'est un peu ça, quoi. Quand tu vas là-bas, t'as exactement. l'impression que c'est la punition, puis finalement, il paraît qu'on y est bien. Oui, bah, j'ai choisi d'y aller hein, quand même. Ok. Je précise. Et donc voilà, tout se passait très bien. Chouette collègue, chouette équipe, chouette patient, nickel. Franchement, je m'étais dit, ben c'est bien, j'ai enfin trouvé un endroit où je suis bien. Et puis là arrive une première restructuration qui met un peu de tension quand même dans l'équipe. Heureusement, on était soudés, donc ça nous a sauvés. Mais ça a été quand même une épreuve à traverser. On a traversé tous ensemble, on s'est serré les coudes et voilà, on l'a traversé. Et puis, deuxième épreuve, un an ou deux après, on nous fait entendre qu'il va y avoir un rachat par une plus grosse structure. Donc là, je sens que moi, ça m'allait pas du tout. C'est pas ce que j'avais Mhm. choisi, c'est pas ce que je voulais. Moi, j'étais bien dans cet environnement parce qu'il y avait de la proximité, parce que mes valeurs étaient respectées. Bon, il y avait de l'écoute entre nous, il y avait de la bienveillance, il y avait vraiment un dialogue entre l'équipe soignante, l'équipe administrative, on était tous au même endroit. On se sentait vraiment écouté, compris, soutenu et dans les deux sens. Et pour Mhm. moi, ça, c'est fondamental. Et donc, c'est pas ce qu'on nous promettait pour les années à venir avec ce Mhm. rachat. Et ça, c'était pas du tout OK pour moi. J'avais pas envie. Mais c'est pas ce qui a fait que j'ai dit stop. Enfin, voilà, c'était en prévision. Mais je pense que mon corps a ressenti tous ces signaux, s'est dit, OK, il y avait intellectuellement, j'avais pas envie. Et Mhm. j'aurais très bien pu me dire, on va me dire, ouais, t'avais pas envie, bah tu changes. Oui, potentiellement, dans ma tête, je m'étais dit, OK, si ça se passe comme ça, je changerai. Mhm. Mais je crois que mon corps a été plus rapide à réagir que ma tête. Mhm.
Et tous les signaux que j'avais pu ressentir étalés sur quelques années la première fois, là, ils sont arrivés, mais de façon beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, Ça a été sur quelques mois et plus quelques années. Mhm. Et, euh, et c'est mon corps qui a dit stop avant. En fait, j'ai déclenché un souci de santé avant d'en arriver au burn-out. Mon corps m'a dit, OK, tu veux pas entendre? Ben, tu vas voir. J'ai vu. Donc, voilà comment c'est arrivé. Ok. Et du coup, là, vu que tu as déjà une première expérience, comment tu vis cette deuxième expérience de burn-out? Enfin, ou du moins, tu as réussi à t'arrêter avant, mais toi, de savoir que tu es Ouais. borderline, comment tu vis cette deuxième expérience? Comment je le vis? Je le vis comme... En fait, j'ai vécu ce problème de santé comme une chance de m'arrêter à temps, quelque part. Si je peux dire ça, Ouais, enfin, vu le problème de santé, je suis pas sûre que ça soit vraiment une chance, mais On est d'accord. On est d'accord. Bon, aujourd'hui, tout va bien. Ça a été pris à temps et les signaux étaient suffisamment forts pour que je les voie rapidement et que ce soit pris en charge rapidement. Ça m'a permis surtout de m'arrêter et cette fois de me poser les vraies questions. Mhm, En fait, les questions du sens de ce que je veux, de ce qui est important pour moi et de me faire accompagner cette fois. mhm, Donc, c'est ça qui a changé. La deuxième chance permet de ne pas refaire les erreurs de la première. ouais, c'est bien déjà d'en tirer, du coup, enfin, de tirer les leçons de la première et pour faire différemment la deuxième, parce qu'effectivement, sinon, c'est la boucle qui se répète jusqu'à ce que peut-être on se relève plus, quoi, en fait. Donc, enfin, je prends un peu l'ambiance là, mais, mais effectivement, enfin, du coup, donc tu fais différemment, tu te fais accompagner. Euh, Qu'est-ce que tu en retires de cet accompagnement? J'en retire beaucoup de choses. La première chose qui est, je pense, fondamentale, c'est de se dire, seul, c'est peut-être possible, mais c'est très compliqué. Et je Mhm, l'ai vécu une première fois et ben, je me suis aperçue que ça n'avait pas fonctionné. mhm, Donc, c'est surtout d'être capable de me dire, OK, tu as le droit de demander de l'aide. mhm, C'est pas être faible que de demander de l'aide, au contraire. Ça permet de se poser les bonnes questions, ça permet de se poser tout court, en mhm, fait. En tout cas, c'est ce que j'en ai retiré. Très très rapidement après cet arrêt, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'en fais? mhm, Comment je mets à profit ce temps pour moi? Je crois que mhm, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé comment prendre soin de moi. Je me suis posé la question de moi, en fait. mhm, Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, je me suis dit, OK, là, tu as du temps, ben, pour une fois, c'est toi au centre. mhm. Démarche pas simple. C'est vrai que j'imagine que dans les professions de santé, en fait, notre souci, c'est les autres, en fait, c'est prendre soin des autres, quitte à s'oublier soi, quoi, en fait. Complètement. Alors, dans une moindre mesure, enfin voilà, sur le côté pour les ingénieurs, en fait, il y a un peu ça, parce que nous, on cherche aussi à trouver des solutions, enfin, à toujours faire plus, optimiser, tout ça. Alors nous, la chance pour dédramatiser, on se dit, ouais, mais nous au moins, on n'a pas des gens en face de nous, quoi. Donc, c'est pour ça. Mais ça n'empêche que même sans avoir des gens en face de nous, c'est quand même aussi difficile de relativiser, de dédramatiser, de pas prendre pour soi, et aussi de prendre soin de soi, en fait. C'est deux problématiques finalement qui sont assez similaires, même si les personnes au final, c'est pas les mêmes en face, mais c'est assez similaire. Et donc du coup, là, tu prends soin de toi, et qu'est-ce que ça te procure de prendre soin de toi? Waouh, ça fait du bien. Ah bah oui, bon, il a fallu en fait que je ne puisse plus prendre soin des autres pour enfin prendre soin de moi. Ce que ça m'a procuré, c'est vraiment une rencontre avec moi-même en fait. J'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert ce que je voulais vraiment, j'ai découvert ce que je ne voulais plus. Mhm, Concrètement, comment j'ai fait dès que j'ai pu, pendant cette période d'arrêt, j'ai fait un bilan de compétences. mhm, Donc ça a été la première étape.
Bilan de compétences qui m'a emmené sur la voie du coaching. Alors, voie à laquelle je pensais déjà depuis plusieurs années, mais c'est venu confirmer qui j'étais, c'est venu revoir le parcours que j'avais fait, relire mon histoire. C'était une deuxième Mhm. lecture de ma vie, de ce que j'étais, de ce qui m'animait. Et c'était un beau voyage. Mhm. Et donc rapidement, bah, j'ai commencé ma formation de coach. Et donc là, démarrer le travail sur moi encore plus en profondeur. Finalement, le bilan de compétences qui était déjà avec un coach avait démarré tout ça. La revisite de l'histoire et puis après le coaching, vraiment le travail plus en profondeur et sur la longueur et que je continue encore aujourd'hui. Voyage, je pense, voyage d'une vie. J'aime bien là, ton approche du bilan de compétences et du coaching, là, le fait que tu aies fait les deux. En un ou deux mots, en fait, comment tu qualifierais ces deux expériences, en fait? Les différences qu'il y a entre les deux expériences. Le bilan de compétences va être plus concret. On vient vraiment rechercher des pistes concrètes par rapport à notre expérience de vie. Le coaching va venir résoudre des problèmes plus profonds. Euh, je trouve que c'est très complémentaire. Le fait d'avoir lu son expérience via le bilan de compétences qui on était permet aussi d'ouvrir des questions derrière et d'aller les creuser avec le coaching. Quel genre de questions, par exemple, enfin, si tu es OK de le partager, quel genre de questions Bien ça t'a sûr. permis d'aller creuser Bah, par exemple, la question des valeurs, tu vois, on parlait du sens tout à l'heure dans le travail. Qu'est-ce qui est important pour moi? En fait, c'est ça qu'on... Valeur, c'est un mot de coach, hein, un mot un peu... Voilà. Euh, Ce qui est vraiment important pour moi. Tu vois, on met le doigt dessus un peu dans le bilan de compétences, on vient vraiment le creuser en coaching. C'est-à-dire, Mhm. OK, par exemple, bon, la valeur liberté est quelque chose de très important pour moi. Mais qu'est-ce que la liberté pour moi, tu vois? Et en coaching, on va aller creuser au-delà de, bon, ok, la liberté est importante pour moi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la liberté pour moi? Parce qu'en fait, entre ma définition, la tienne, je pense que Mhm. déjà, on n'a pas la même. On prend une troisième personne, elle aura encore une définition différente, et c'est d'aller creuser tout ça et d'aller dire, OK, ben, selon ta définition, qu'est-ce que tu veux en faire après? Comment tu veux Mhm. la mettre au service de peut-être de ton futur job ou de ta vie pro, perso, enfin, voilà, au service de toi, au service de moi. En fait, comment je mets cette liberté à mon service pour qu'elle Mhm. me serve et pour que cette valeur soit respectée. Mhm. Donc ça, c'est important. Et pour moi, le sens du coaching, il est là aussi, il est beaucoup, en fait. Mhm. OK. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Euh, Là, maintenant que tu nous as partagé ton expérience sur ces 6, 7 années là, puis on va dire même encore maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment, maintenant, sachant ce que tu sais aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment plus tôt? Euh, Avec le recul, ce que j'aurais pu faire différemment, c'est trouver un espace d'écoute. Quand je dis espace d'écoute, c'est une personne à qui en parler, mais une personne qui ne soit pas mon conjoint, qui ne soit pas mon collègue, quelqu'un de neutre. Mhm. Parce que, euh, parce que quand la personne n'est pas neutre, forcément, ça vient toucher. Je prends l'exemple, tu vois, concrètement, par exemple, de mon conjoint. Le fait que j'arrête de travailler dans ce dispensaire avait des répercussions sur lui, sur sa vie pro, perso, etc. Donc forcément, ces réponses sont pas neutres. Mhm. Et donc vraiment une personne avec qui échanger. En fait, Mhm. c'est la première chose, c'est d'en parler de façon à pouvoir comprendre. Parce que tant qu'on n'exprime pas, on peut pas comprendre ce qui se passe en fait. Donc ça, Mhm. c'est vraiment, je pense, ce qui est fondamental. OK. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Emma. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire à des personnes qui sentent peut-être là que la fatigue passe pas, qui sont peut-être un peu stressées, qu'ils osent peut-être pas lâcher. Enfin, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là aujourd'hui?
J'aurais envie de leur dire, écoutez-vous. Vraiment, c'est-à-dire écoutez-vous, c'est écouter votre corps, les signaux qui vous envoient cette fatigue. Si elle est là, elle a un sens. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Écoutez ces petites phrases qui tournent en boucle dans votre tête aussi. Je suis sûre qu'il y en a. Elles viennent aussi vous donner un message. Et écoutez ce que vous ressentez au fond de vous. Enfin, vraiment écoutez-vous et autorisez-vous cette écoute. Et Ok. ensuite, autorisez-vous à en parler, Mm. que ce soit à un proche pas trop concerné par le sujet ou un professionnel, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, que ce soit trouver une personne de confiance avec qui vous pouvez échanger, être écouté et ne pas être jugé. C'est important. Et d'ailleurs, du coup, en préparant cette interview, tu m'as dit que tu avais envie de faire un cadeau, en fait, aux gens qui nous écoutent, pour voilà, les gens qui participent à ce sommet-là. C'est quoi ce cadeau que tu as envie de leur offrir? Eh ben, ce cadeau que j'ai envie de vous offrir, c'est 1 heure d'accompagnement avec moi que je vous offre vraiment là pour les personnes du Sommet Respire. Ça me tient à cœur parce que je sais que cette espèce d'écoute, il n'est pas toujours facile à trouver. Alors si vous l'avez, c'est merveilleux, profitez-en et prenez-en soin. Pour ceux qui le cherchent et qui ont envie de parler, sachez qu'il n'est jamais trop tard, trop tôt. Hein, voilà, le bon moment, c'est vous qui le décidez, c'est-à-dire écoutez-vous. Si ces signes résonnent en vous, si mon expérience peut-être a résonné par certains points, n'hésitez pas, je serais ravie bah, d'entendre votre témoignage et puis d'en discuter avec vous, d'échanger et pourquoi pas de vous apporter des pistes pour vous retrouver. Bah, merci beaucoup, Emma. Enfin, franchement, c'est un super cadeau que tu fais. Merci, en fait, de partager ton temps. Merci d'avoir partagé cette expérience de vie qui, franchement, je pense, peut résonner dans beaucoup de personnes. Et qu'on soit professionnel de santé ou de toute autre profession, en fait, on voit qu'il y a quand même des similitudes, en fait, sur cette pente du burn-out. Donc, un grand merci à toi, Emma, d'avoir participé à ce sommet. Et puis, je voulais te laisser le mot de la fin pour conclure. Eh ben, merci beaucoup à toi, Elisabeth. C'est un exercice assez rare, finalement, de se livrer comme ça, livrer un morceau de ma vie, mais je trouvais important de le faire parce que l'idée, c'est vraiment de me dire que ça, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Et si ça ne serait-ce qu'une personne, je serais déjà ravie. Donc, merci à toi pour ta confiance. Et le mot de la fin, écoutez-vous. Bah, merci beaucoup, Emma. Je vais mettre sous cette vidéo le lien pour réserver le cadeau, enfin le cadeau que tu as offert, donc le lien pour réserver une séance avec toi. Et puis, bah, merci et puis à très vite. Très vite!